Welcome back, everybody. It's 12:30. Bienvenue de retour. Il est 12h30 dans l'Est et 13h30 l'île du Prince-Édouard et 14h30 à Terre-Neuve. Maintenant, la voie vers l'avenir, la perspective des intervenants d'aval. Je vais présenter maintenant Randy White, président de Cisco Canada. Merci Marie, je suis très content d'être avec vous. J'espère que la conférence va bien dans cette conférence virtuelle. J'ai assisté à plusieurs conférences au cours de la semaine. J'espère que je vais pouvoir avancer aussi bien que dans les autres. Je m'appelle Randy White, je suis président du Cisco Canada. Nous sommes l'entreprise de distribution alimentaire la plus importante du Canada. Je veux présenter notre sujet d'aujourd'hui. Notre panel est ici pour parler, déclencher la voie de l'avenir et les perspectives des parties prenantes d'aval. On a beaucoup de perspectives. J'espère que vous aurez beaucoup de questions et des idées pour nous. Je commencerai par dire que la pandémie qui a duré presque un an maintenant, a obligé tellement de commerce canadien à changer la façon d'établir un contact avec les Canadiens. Notre secteur n'est pas très différent, mais la fermeture du secteur pendant une bonne partie de 2020, la fermeture des usines de transformation, les détaillants qui devaient assurer qu'on pouvait faire le course de façon sécuritaire, ça nous a aidé à faire beaucoup de changements. On a vu dans les médias, dans les nouvelles, des panélistes qui sont ici avec moi et moi, nous allons parler de ces défis et de comment les différents secteurs ont évolué, les changements qu'on a effectués et donner une perspective sur l'émergence de notre secteur et comment nous allons travailler à l'avenir. Alors, je voudrais présenter les panélistes d'abord. Carla Venton. Carla était vice-présidente principale des relations gouvernementales des produits de consommation du Canada et elle va parler de ce sujet tellement important avec nous. Et aussi avec nous, Gary Sands, vice-président avec la FCEE. Et il va aussi parler de ces questions très importantes aussi. Alors aujourd'hui, chaque personne va prendre quelques minutes et on va présenter des idées, des commentaires sur le sujet. Moi, je vais commencer, ensuite ça va être Carla et Gary. Une fois que les trois auront présenté nos idées, nos commentaires, je passerai à la foire aux questions. Mais en faisant pendant qu'on va présenter, vous pouvez nous soumettre des questions et une fois que les trois auront fait les présentations, à la fin, nous allons essayer de répondre à vos questions. Et Matt Houston de la FCA va nous présenter les questions en anglais. Et nous avons un interprète qui va interpréter les questions pour les francophones. Alors, c'est bien. Alors, je vais commencer. J'ai une présentation brève et je voudrais faire des commentaires sur l'industrie des services alimentaires. Je suis le président de Cisco Canada, comme j'ai déjà dit. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Cisco, à moins que vous soyez restaurateur. On demande où est-ce que vous travaillez. Je dis Cisco et ils pensent qu'il s'agit d'un organisme de TI
d'informatique, mais vous avez vu nos camions partout en Amérique du Nord. Nous sommes une entreprise de commercialisation de l'industrie alimentaire. Nous sommes à la bourse de New York et nous sommes l'entreprise la plus grande du monde et surtout en Amérique du Nord, au Canada. Je suis très fier de notre industrie en ce moment. Notre organisation des centres de distribution est importante dans la plupart des villes en Amérique du Nord et ailleurs. Et essentiellement, nous distribuons de la nourriture et des produits alimentaires partout où on consomme de la nourriture hors de la maison, les restaurants, les hôtels, les centres de conférences, les universités, les écoles, les hôpitaux, etc. Et la base de notre industrie, ça va du petit restaurant aux grosses chaînes de restaurants parmi les plus importantes au monde. Si vous regardez nos statistiques, vous allez voir que nous avons des chiffres intéressants. Nous avons plus de 47 000 articles qu'on utilisait, plus de 4 600 marques. Nous avons presque 3 800 employés à 17 sites physiques et nous avons 600 camions qui livrent toute la journée. Nous livrons 24 heures par jour. Et nous passons par toutes les communautés canadiennes où on consomme de la nourriture en dehors de la maison. C'est une partie importante de nos affaires. Je veux mentionner aussi à la prochaine diapo que nous sommes les plus importants dans notre industrie. Mais nous ne faisons pas seulement de la distribution et de la logistique. Nous avons des centaines d'experts très doués qui donnent des services très personnalisés à l'industrie. Et nous avons des ressources, les meilleures ressources, les meilleures consultations, et nous faisons des consultations, offrant des idées sur l'avenir de l'industrie pour que les restaurants puissent concurrencer les autres. Comme beaucoup de personnes au cours de l'industrie, nous avons fait face à beaucoup de défis. Il y a des restaurants qui ont dû fermer, offrir du service sur les terrasses et nos clients ont fait face à beaucoup de difficultés. Les restaurants, particulièrement, ont été obligés de fermer ou de fonctionner à une échelle très réduite. Ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Mais les restaurants ne peuvent pas fonctionner comme ça à long terme. Les services de terrasse, ça, c'est pas assez pour payer les factures. La plupart des restaurateurs ont dû liquider leurs épargnes. Il y a un certain appui du gouvernement, mais ça suffit pas pour éviter la liquidation des épargnes. Au cours de cette pandémie, une chose que nous avons appris très rapidement au cours des premiers mois, c'est que la plupart des gouvernements, les gens ne comprennent pas le rôle que le gouvernement joue dans les services aux Canadiens. Une des raisons importantes pour lesquelles nous avons vu ces pénuries d'aliments d'avril à juin, au début de la pandémie, c'était pas parce qu'il n'y avait pas assez d'aliments, c'est parce que le consommé est passé complètement, c'était complètement éloigné des services alimentaires vers les épiceries dans 7 mois. Personne voulait avoir nos produits parce que personne n'entrait dans les restaurants. Les universitaires n'étaient pas à l'université, ils n'étaient pas dans les cafétérias. Les élèves des écoles secondaires n'étaient pas dans les cafétérias. On travaillait chez nous. Alors, au lieu d'aller prendre un café, un bagel avant d'aller au travail, on était chez nous.
Et c'est ça qui a créé les pénuries. Les épiciers ont dû rattraper tout ça et c'était presque 40% des Canadiens consomment les aliments dans des établissements en dehors de la maison, la fermeture des hôtels, des universités, des écoles et surtout, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme. Si on pense à l'influence du gouvernement, les restaurants ont été obligés de fermer. C'est très dur pour notre industrie. Nous essayons d'offrir les conditions les plus sécuritaires pour manger les aliments et sans risque. Nous avons appris beaucoup dans notre industrie. Chez Cisco, au début de la pandémie, nous nous sommes présentés et on pensait qu'il fallait nous écouter. On a créé cette campagne Foodies Unite et on a essayé de mobiliser l'industrie et on veut être la voix de notre industrie partout au Canada. Dans cette initiative, on offre plusieurs programmes. On a dû faire des changements rapides au cours de l'année. On aide les restaurants dans le programme de livraison, mais beaucoup de restaurants n'ont jamais eu ce genre de programme. Beaucoup de restaurants, normalement, on ne va pas commander un steak online, même si les gens le font aujourd'hui. Nous avons donné une infrastructure, l'emballage et le système et les idées pour permettre ces changements. Nous avons offert ce qu'on appelle Pop-up Shop Kids pour que les restaurants puissent ouvrir les salles à manger comme des entrepôts. On l'a fait dans plusieurs endroits du Canada. Ça a réussi surtout dans certaines communautés rurales. Votre restaurant peut être en train de vendre peut-être du papier toilette et des choses du genre. C'est important pour générer des revenus et garder les restaurants ouverts pendant la pandémie. Quand on demandait plus de produits de l'épicerie, on a créé notre initiative de livrer nos produits justement chez vous. Et on maintient ce programme jusqu'à maintenant. Il y avait beaucoup de communautés qui avaient de la difficulté à trouver de la nourriture pendant la pandémie. On a vu un problème dans la chaîne d'approvisionnement pour les communautés autochtones et du nord du Canada. Alors, on s'est présenté pour essayer de comprendre cette lacune. Maintenant, nous offrons des produits alimentaires de Cisco directement des communautés autochtones. Et nous avons rajouté ces communautés à notre réseau. Les épiciers n'étaient pas capables de fournir dans ces premières étapes de la pandémie. On a fait un don de plus de 50 millions de repas en Amérique du Nord, plus de 6 millions au Canada seulement. On continue à faire ces dons au cours de la pandémie. Maintenant, on arrive au vaccin, à la vaccination, et on travaille avec nos clients parce qu'on prévoit une relance de l'industrie de la restauration. Il y a énormément de dollars que les Canadiens épargnent aujourd'hui quand on va pouvoir se déplacer, voyager et que les restaurants vont ouvrir. On pense qu'il y aura beaucoup de clients qui auront envie de manger dans les restaurants. Contrairement à ce qu'on peut voir selon les économistes, on pense qu'il va y avoir une ouverture très forte. Mais cette on se concentre sur cette récupération et on pense que ça va aider beaucoup nos restaurants et nos clients à l'avenir. Au cours de la pandémie, c'était bien intéressant de voir d'autres virages et de nouvelles idées surgir, mais
les commandes en ligne, c'est quelque chose qu'on faisait pendant le penny. C'était un petit pourcentage de notre travail avant, mais maintenant, on voit que l'industrie des applications pour la livraison va continuer à rester forte et qu'il y aura beaucoup de livres et beaucoup de repas de restaurants livrés à domicile, même quand les consommateurs vont pouvoir retourner. Et la cuisine fantôme est devenue une réalité en Amérique du Nord et ailleurs. Ça veut dire un groupe il y a 5 ou 6 marques qui ouvrent une cuisine où on vend des choses avec une livraison à domicile à partir de la cuisine. Il y a aussi une trousse de repas avec la marque des restaurants, c'est devenu très populaire. Il y a des choses passionnantes qu'on voit et qui sont nées avec le travail très fort de nos clients qui devaient survivre au cours de cette pandémie. Un autre domaine, c'est un surgissement de demande pour les produits fabriqués au Canada. La pandémie a vraiment fait avancer cette technique. Alors, on doit savoir comment produire des vaccins à l'avenir. Une autre catégorie qui est l'équipement de protection individuelle qui doit être fabriqué au Canada. On a appris vite qu'il y avait beaucoup de produits qui n'étaient pas fabriqués. La qualité de ces produits doit être réglementée et l'authenticité aussi. Ce sont 2 domaines, mais ce qui est plus important, nos clients cherchent des solutions avec des produits fabriqués au Canada et plus qu'avant. Nous avons toute l'occasion au Canada de répondre à cette demande à l'avenir et ça me passionne. Et je vais conclure avec ça. En regardant l'avenir, on pense que les vaccins vont changer notre façon de fonctionner. Je suis très optimiste par rapport à l'industrie et on prévoit une bonne relance. Cisco va faire tout ce qui est possible pour aider les clients au cours de la pandémie. Alors, je vous encourage tous à commander de la bouffe et quand les restaurants vont être ouverts, allez les appuyer. Nous voulons que les restaurants restent avec nous pendant encore plusieurs générations. Alors, ceci dit, si vous avez des questions, vous pouvez les présenter dans le clavardage et nous allons y répondre à la fin. Maintenant, je voudrais donner la parole virtuelle à Colin Benton. Elle va faire des commentaires et elle va... Merci beaucoup. Je veux remercier aussi la FCA. J'adore toujours travailler avec la FCA et avec Mary et son équipe. J'ai travaillé dans ce secteur depuis longtemps dans l'univers politique comme consultante pour les entrants, pour les récoltes avec les groupes agricoles et aussi avec la valeur ajoutée des fabricants. Il y a plusieurs, je vais mentionner certaines compagnies pour ceux qui ne connaissent pas, nous représentons des entreprises qui fabriquent et distribuent le plus grand des biens de consommation, de santé, qui se trouvent dans les restaurants, dans les magasins. Et à la maison, on produit des aliments et aussi des produits comme des désinfectants, des produits de papier, des produits de santé naturelle, etc. Vous allez reconnaître plusieurs marques
et il y en a qui sont là depuis plus de 100 ans. J'espère que nous avons ces produits chez vous. Alors, le deuxième diapo, nous représentons de petites entreprises et des plus grandes. Nous avons des membres très divers. Il y a de petites entreprises que vous reconnaissez peut-être pas, mais à la prochaine diapositive, je vais faire un commentaire sur l'empreinte économique de notre secteur au Canada. Nous sommes la source de plus grand nombre d'emplois en fabrication au Canada. C'est important d'établir le lien entre les milieux rural et urbain. Et il est important de savoir que nos installations se trouvent dans des zones rurales et urbaines dans toutes les régions du continent. Ça veut dire que notre secteur est très spécial. L'aérospatial est au Québec, le secteur automobile et surtout en Ontario. Nous avons des installations partout au pays. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très important de travailler ensemble et continuer à offrir des occasions économiques pour les gens dans les zones rurales et pour attirer les gens et leur donner une raison pour laquelle ils devraient vivre dans le Canada rural. Notre contribution à la chaîne d'approvisionnement alimentaire, c'est que les fabricants d'aliments vendent plus de 60% de leurs produits aux épiceries et aux restaurants au Canada. C'est important de travailler étroitement avec les agriculteurs canadiens pour offrir une nourriture fiable parmi les meilleures nourritures au monde. Et le défi devant nous, c'est que nous ne pouvons rajouter de la valeur qu'à 50% de ce qu'on produit au Canada. On exporte nos produits primaires, mais on fait 20 fois plus cher quand on nous importe des produits à valeur rajoutée. C'est hier à Canada Ag Day, Mary et Dominique Barton étaient là et Financement agricole Canada était là. On a parlé de l'importance de collaborer et plusieurs personnes ont parlé de l'occasion que nous avons ratée de rajouter de la valeur au Canada. Je veux vous donner du contexte sur la pandémie. Nous étions tous très occupés, mais je veux souligner plusieurs choses. On a fait plusieurs enquêtes, des sondages au cours de la pandémie. Les membres ont contribué à la sécurité des travailleurs et ont fait fonctionner les chaînes de production. Nos membres ont investi des millions de dollars pour la sécurité des travailleurs. Ils ont fait des initiatives de mobilisation auprès des travailleurs. Ils ont fait de la formation pour être conformes au protocole de santé et sécurité. Et ils ont augmenté les salaires depuis un an. Selon Statistique Canada, les salaires dans la fabrication ont augmenté de 16%. Il y a un changement aussi sur les produits. On a vu qu'il y a une demande très forte pour certains produits. 30% des membres ont vu une augmentation de 200% dans les commandes et certaines ont vu une augmentation de jusqu'à 500% dans les demandes. Il y a certaines catégories de produits où c'est difficile de se maintenir. Il y avait aussi des modifications dans les chaînes de production. L'espacement, le vide plexiglas pour maintenir le fonctionnement de ces chaînes de production et ça a coûté cher. À la prochaine
diapositive, nous voyons les difficultés à l'avenir et les incidents. Je peux dire que les coûts liés à la COVID sont encore là, mais je suis sûr que c'est la même chose pour toute la chaîne de valeur. Et il y a encore une baisse de productivité. Nous savons qu'au début de la pandémie, il y avait une réduction de productivité de 50% pour nos membres et on voit encore les effets de cette baisse. Comme Randy l'a dit, nous sommes préoccupés par la capacité commerciale de nos clients, les restaurants, l'hôtellerie, etc. Nous dépendons de nos clients pour continuer à fonctionner. Et une autre chose qui est un défi, c'est placer les produits sur les tablettes dans les épiceries. C'est de plus en plus difficile. Les membres ont eu beaucoup de difficultés de rester à jour dans les livraisons et les commandes du gazon. Et enfin, une chose qui nous empêche de dormir, c'est que le rapatriement mondial de la fabrication, c'est pas seulement au Canada que nous parlons du besoin de renforcer l'autosuffisance. Randy avait dit qu'on n'a pas tellement bien réussi avec les vaccins ou avec l'équipement de protection individuelle. Le Canada n'est pas le seul pays où ça se passe. Il y a des pays partout au monde qui veulent attirer les fabricants à leur pays au sud de la frontière. Le Buy America continue avec l'administration Biden prochaine. Maintenant, le côté positif. Je pense que si on regarde ce qui s'est passé au cours de la dernière année, il y a une augmentation de la conscience auprès du gouvernement, des médias sur la façon dont nous fonctionnons, les chaînes d'approvisionnement, pourquoi la frontière doit être ouverte, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces travailleurs essentiels, qui sont-ils? Ils peuvent être des travailleurs étrangers, ça peut être des ingénieurs. Il y a une dépendance par rapport au reste du monde. De notre côté positif, c'est que nous sommes désignés formellement comme une infrastructure critique et à l'échelle fédérale et provinciale. Ça aurait pu arriver avant. Il y avait des mois où nous essayions de convaincre le gouvernement qu'il fallait nous désigner formellement de cette façon, mais ça nous a aidé à préciser la façon dont on pouvait fonctionner. On se concentre de plus en plus sur l'insécurité alimentaire. On l'a vu dans la lettre complémentaire sur le mandat. On devait aborder cette question dans cette lettre de mandat complémentaire. Et au début de la pandémie, on a vu la volonté politique de renforcer notre autosuffisance. L'ancien ministre de l'Université de développement et de l'industrie a parlé du besoin d'augmenter l'autosuffisance au Canada. Et dans ce sens-là, il y a l'engagement pour construire un secteur de fabrication de calibre mondial au Canada. On ne veut pas dépendre des autres pour fabriquer nos vaccins et notre équipement de protection individuelle et d'autres produits. Dans plusieurs documents du gouvernement ministériel et de l'opposition, on voit qu'on appuie notre industrie comme fondamentale. C'est une reconnaissance et je ne connais personne qui serait en désaccord. C'est le dernier diapositive. Je veux parler d'un rapport par rapport aux discussions d'aujourd'hui. Au mois de mai, le Premier ministre a nommé une commission de consultation du secteur privé sur la récupération.
des composés des présidents, des tables de consultation économique. Il y avait beaucoup de gens très intelligents, décents. Ils ont publié un rapport très bien pensé. Une des recommandations, c'est que le Canada a besoin d'une stratégie industrielle qui dépend de nos forces essentielles pour alimenter le pays et le monde. Et ça permet aux acteurs canadiens de prendre plus de valeur dans ces activités. Ce qui est fondamental, c'est le secteur agroalimentaire est un des piliers clés pour rebâtir l'économie. Il s'agit d'un document pour la relance de l'économie canadienne. Il n'y avait pas seulement des gens intelligents autour de la table, mais le processus de consultation était solide. Nous avons eu l'occasion de faire des commentaires. Nous sommes contents de voir les recommandations du rapport et on espère que le gouvernement va aller de l'avant dans la mise en œuvre des recommandations pour poursuivre le travail excellent, les stratégies spécifiquement pour la stratégie agroéconomique. Alors, sur ce, je vous cède la parole. Merci, Carla. C'est très intéressant comme commentaire. J'apprécie votre optimisme. Vous voyez la lumière au bout du tunnel et j'apprécie le fait que vous voyez le bon côté des choses. Alors maintenant, je vais céder la parole à Gary Sands qui aura aussi des commentaires, des impressions à partager avec nous cet après-midi. Gary, je vous cède la parole. Merci, Randy. Alors, je vais avoir pas beaucoup de diapositives à partager, mais j'espère qu'au moment des questions et réponses, on pourra aborder certains des détails qui sont importants. Beaucoup des choses qui ont été abordées par Carla sont des éléments que nous appuyons, nous sommes d'accord, nous avons vécu les mêmes expériences. Simplement pour que vous voyez, là sur la première diapositive, vous avez une idée du secteur de l'épicerie en un coup d'œil. Et je tiens à remercier la FCA qui m'a invité d'ailleurs à participer aujourd'hui. Une fois de plus, notre association des épiciers indépendants a été créée pour représenter les indépendants dans les épiceries, ainsi que des indépendants parmi les grossistes. 2 de nos membres sont des grossistes pour les collectivités autochtones du Canada d'ailleurs. Alors nous avons affaire à toutes sortes d'enjeux, c'est le cas pour toutes les associations j'imagine, mais nous gérons aussi les 2 plus grandes expositions alimentaires et conférences au Canada, une à Vancouver et une à Toronto. Et nous mettons l'accent sur une vitrine des produits locaux, ce qui est important à nos yeux. Nous avons eu affaire à une époque difficile, sans précédent à nos yeux, du point de vue des indépendants. Il y a eu à faire des investissements importants pour les EPI. Nous n'avons eu aucune aide du gouvernement pour cela. Et c'est certain que nous ne voulons pas non plus nous décharger de ces frais-là et les imposer à nos fournisseurs. Donc, c'est certain qu'il y a eu des défis importants. Nous voulons parler dans cette session et pour la suite de certains des changements qui se sont produits. Il y a eu, comme Carla l'a dit, un bon côté des choses à voir dans certains cas. Et dans la discussion d'aujourd'hui, nous pourrons revenir sur les opportunités potentielles qui pourraient s'offrir pour notre industrie. Alors, je passe directement à la prochaine diapositive. Ici, vous voyez un peu plus une idée des parts de marché que nous avons. C'est un peu sous-estimé du point de vue de nos membres, notre part de marché, parce que ça, c'est une étude indépendante que nous avons fait faire, une étude économique qui montre uniquement les épiceries indépendantes. On ne parle pas, par contre, des magasins spécialisés ni des grossistes dans cette estimation. L'autre chose qui est importante, et c'est quelque chose que nous soulignons
encore et encore au gouvernement et je pense que ça commence à être mieux compris au niveau fédéral comme provincial, c'est que les magasins indépendants se trouvent dans les collectivités rurales éloignées au Canada. Et souvent, on est le seul magasin en ville. Il n'y a pas de grandes chaînes, il n'y aura jamais des grandes chaînes. Le marché n'est pas assez grand pour appuyer les grandes chaînes. Et un des défis que nous avons constatés au cours des derniers mois particulièrement, c'est au niveau d'un approvisionnement équitable. Je ne dis pas approvisionnement égal, je dis approvisionnement équitable. Quand nous avons un problème dans ces collectivités que j'ai mentionnées, les collectivités rurales éloignées, quand il s'agit d'être approvisionnées de façon équitable, à ce moment-là, dans ces collectivités-là, il y a un problème de sécurité alimentaire et aussi il y a un problème au niveau de prix équitable. Et on le voit depuis quelques mois, l'approvisionnement équitable, les prix équitables, voilà des enjeux qui sont mis de l'avant par nos membres. Et on peut parler de cela un peu plus en détail quant à ce qui pourrait être la solution à certains de ces enjeux, si vous le souhaitez. Je vais passer à la prochaine diapo, ma dernière diapo. Ici, je vous donne une petite idée de la ventilation des ventes. Ces données remontent à il y a 4 ans. Alors, nous sommes allés faire une mise à jour de ces données avec une nouvelle étude économique, mais nous sommes proches de 20 milliards maintenant, si on inclut les indépendants et les magasins de spécialité, certains des changements qui ont eu lieu dans l'industrie pour nos membres. Donc, c'est plutôt 20 millions notre part de marché. Alors, je vais m'arrêter là. Par contre, je tiens à participer à ces discussions et pouvoir exprimer les points de vue de nos membres dans les prochaines minutes. Comme vous le savez, les épiciers ont des marges très, très faibles, en moyenne 1,5%. Alors, certains des changements, l'augmentation des exigences de dépenses pour les EPI, par exemple, et aussi l'explosion des gens qui viennent se faire servir en ligne ou bien aux portes du magasin, ça c'est un coût supplémentaire pour nous, des coûts importants et il faut absorber tout cela. Et il y a aussi par contre un élément qui est plus positif, un côté plus positif, c'est que les gens s'intéressent de plus en plus à acheter local. Et les indépendants tiennent à acheter local parce que ça fait partie de leur ADN. C'est la façon de se distinguer des grandes chaînes pour eux que d'offrir des produits locaux. Nous sommes très heureux de voir que les consommateurs optent pour l'achat local et nous espérons que cela deviendra un réflexe permanent parmi les consommateurs canadiens. Nous achetons locaux, nous vendons locaux, nous vivons localement dans les collectivités que nous desservons. Nous pensons donc que ce nouveau réflexe va aider nos membres dans leur capacité à être compétitifs et c'est une façon de pleinement profiter de notre potentiel. C'est tout pour moi, Randy. Et comme je l'ai dit, je suis prêt à discuter de ces enjeux de façon plus détaillée. Nous pourrons parler des exemples en ligne. Je tiens à m'assurer que les gens comprennent bien quelles sont les augmentations de coûts qui découlent pour nos membres de l'achat en ligne et du recours à ces plateformes. Ça, c'est important aussi. Alors, merci de m'avoir invité à participer. Merci Gary, c'était très juste que vous avez soulevé. C'est étonnant quand on voit ces données que vous avez partagées, l'ampleur du secteur des épiceries au Canada. Quand on regroupe tout ça, les services alimentaires, la vente au détail, la fabrication d'aliments, Carla a mentionné le plus grand employeur, le plus grand nombre d'emplois au Canada. La restauration est au 4e rang de ce classement. Et si on ajoute les épiceries, c'est nous qui offrons de l'emploi aux majorités des Canadiens dans notre chaîne d'approvisionnement. C'est ça la réalité des choses. Alors maintenant, je tiens à faire quelques observations et ensuite on va passer aux questions. Cette notion de l'obstacle du coût, quand il s'agit de s'approvisionner en ligne ou bien d'aller se chercher l'épicerie et de façon non traditionnelle sur le bord du trottoir.
L'idée qu'un restaurant perd de l'argent quand elle prend une commande en ligne et passe par un véhicule de livraison pour livraison à domicile, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent continuer à rester en affaires, c'est la seule façon de participer. Nous, dans la restauration, nous devons améliorer l'efficacité et le rendement de ce mode de livraison parce que voici la réalité. Les consommateurs ne vont pas revenir à 100% à la situation antérieure où ils allaient au restaurant personne. Si vous pensez aux épiceries, pendant toutes ces années, on essayait d'offrir l'épicerie en ligne et puis là, tout d'un coup, ça a pris son essor et je sais que les épiceries vont constater qu'il faut s'y retrouver, éliminer certains coûts, offrir des gains d'efficacité. Je suis convaincue que le coût net, pourtant, sera plus élevé en bout de ligne. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il va nous falloir composer. Si on songe à l'idée que tous les Canadiens prennent la voiture pour aller à l'épicerie, si vous faites ce travail vous-même, vous évitez certains coûts. Dès que vous attendez à ce qu'on vous livre l'épicerie à domicile, ce coût qui était le vôtre devient le coût de l'épicerie. Et ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Alors maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Vous voyez que nous avons des instructions à l'écran pour poser vos questions. Nous vous encourageons donc à vous présenter votre nom, votre organisation pour qu'on puisse s'adresser à vous directement. Et dites-nous si votre question s'adresse à moi-même, à Carla ou à Gary. Et nous pourrons répondre à vos questions de la sorte. Alors, sur ce, je m'en remets à vous. Avez-vous des questions? Ah, une dernière chose. J'aurais dû le mentionner plus tôt. Matt Houston va lire les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. En effet, et la première question nous vient de Mélodie Garnuskiba de l'Association des betteraves à sucre pour Randy avec la nouvelle tendance émergente du fait au Canada. Comment est-ce que les experts alimentaires peuvent faire passer ce message fait au Canada quand ça inclut des produits qui pourraient être vus comme controversés, comme par exemple les antibiotiques dans l'élevage ou bien les produits nouvellement développés? Bon, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de réponse juste à cette question, mais quand on parle de sciences des récoltes, sciences alimentaires, le grand public et la connaissance du grand public par rapport à ces notions n'est pas toujours au rendez-vous. Je suis convaincue que nous devons en faire plus en tant qu'industrie pour renseigner nos consommateurs et les différents membres de la population quant à tous les aspects de la science alimentaire. Ces volets dont vous avez parlé en sont quelques-uns où c'est particulièrement important. Il y a quelques années, j'ai passé du temps avec les producteurs de bœuf à leur conférence annuelle dans l'ouest du Canada. C'était une conférence nationale et on a parlé de la façon de commercialiser le bœuf canadien différemment. C'était intéressant. Vous savez, le simple fait d'avoir de bonnes données scientifiques à l'appui, ça ne suffit pas. Il nous faut parler des bienfaits du produit, des bienfaits de la science pour le produit, et l'importance d'avoir une science qui soit mise à jour, qui soit toujours très courante. C'est important pour l'ensemble du Canada si on veut répondre aux attentes de nos consommateurs. Mais c'est une très bonne question. Carla, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais intervenir moi aussi. Je pense que le processus décisionnel basé sur des fondements scientifiques, voilà qui est absolument essentiel pour notre secteur. C'est important de noter que nous nous plaignons parfois du système réglementaire canadien. On dit qu'il n'est pas assez agile, qu'il ne réagit pas suffisamment rapidement. Mais on est au premier rang, si je ne me trompe, d'après une étude du Conference Board du Canada. Nous offrons les aliments parmi les plus sûrs au monde parce que nous avons des bases scientifiques pour notre processus décisionnel. Mais Randy nous l'a dit, je pense qu'on est très déconnecté. Le monde scientifique est franchement mal compris par bien des Canadiens. Je ne suis pas chercheur scientifique moi-même, mais je pense qu'au niveau de l'éducation, de la communication avec les Canadiens, il y a beaucoup à faire. Aussi par rapport à la communication avec le gouvernement, je pense que nos responsables de la réglementation chez Santé Canada, chez la CIA, font du très bon travail et ont bel et bien un processus fondé sur la science. On s'assure que seuls les produits qui sont sécuritaires se retrouvent sur nos étalages. Merci, Carla. Prochaine question.
Isabelle Bouffard. Je pense que cette question s'adresse à vous. Randy, vous avez mentionné que les consommateurs s'intéressent aux produits canadiens. Comment vous assurer que ces produits sont disponibles et comment faire pour qu'ils soient bien identifiés dans les réseaux de distribution, la restauration, pas seulement les épiceries? C'est une très bonne question. Je vais commencer par les services alimentaires, les restaurants, tout ce qu'on mange à l'extérieur de la maison. En tant qu'industrie, moi-même, mes compétiteurs, nous dépendons des demandes de nos consommateurs. Alors, vous êtes tous des consommateurs quand vous allez au restaurant. Si vous dites que vous voulez plus d'informations sur l'origine des produits, c'est ce que vous devez de faire. La plupart d'entre nous le faisons maintenant dans nos restaurants préférés. Ça devient un phénomène qui se fait sentir. Et dans des compagnies comme Cisco, on nous demande de plus en plus de produits canadiens, de produits de la province, des produits locaux. Et sachant cela, nous allons chercher et dénicher ces produits. Nous avons des systèmes que nous avons développés dans les dernières années pour pouvoir entreposer des données, de l'information au sujet de ces produits. Ça se trouve intégré dans notre système. Quand nos clients magasinent auprès de nous, ils savent exactement d'où viennent les produits. Ils peuvent aller consulter ces renseignements et les fournir en restaurant. S'ils veulent en faire la promotion parce qu'ils ont le sentiment que c'est ce que cherchent leurs clients, ils peuvent le faire. Nous encourageons cela au niveau des restaurants parce que nous fournissons des services. Évidemment, nous ne les obligeons à rien. Nous vendons des produits et c'est tout, mais c'est aux restaurateurs de se sentir poussés à le faire. Donc, j'y reviens encore et encore en tant que consommateur. C'est à nous de demander l'information clairement. Et ensuite, les chaînes d'approvisionnement rendront ces données disponibles. Il y a un autre aspect. Les très grandes organisations et les petites organisations au Canada ont différents degrés d'avantages qui peuvent découler du lieu de provenance de leurs produits et de l'ampleur de l'échelle de production. Et là, je dois dire, notre système canadien au niveau de la réglementation est parmi les plus efficaces. Oui, ça vous semble très bureaucratique, mais il est parmi les plus efficaces. Nous travaillons aussi à fournir plus d'informations, à rendre plus d'informations disponibles pour chaque aliment qui fait l'objet d'un code à barres au Canada. Je fais partie d'une organisation, GS1. Nous sommes responsables de la réglementation des codes à barres et des normes en la matière pour le Canada. Et nous assurons que des données sur l'origine, des données locales, des données sur l'image, nous voulons que ces données soient disponibles partout au Canada. Et c'est une des solutions que nous mettons de l'avant pour pouvoir échanger de l'information et pour que cette information vous soit disponible, que vous soyez au restaurant ou à l'épicerie à l'avenir. Carla, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, j'ajouterais à ce sujet que l'étiquetage des produits canadiens dans les étalages, on a quelques étiquettes produits du Canada. Avec le gouvernement Harper, ça a été refondu, cette façon d'étiqueter. Alors, auparavant, c'était trop souple, ça ne voulait plus rien dire. Et là, ils ont fait un virage total et c'est devenu tellement limitateur qu'on a éliminé 90%. Il faut maintenant atteindre 99% de contenu canadien. Et certaines compagnies qui fournissaient des produits canadiens ont dû commencer à enlever leurs étiquettes. Je connais un produit où une compagnie membre a dû enlever ses étiquettes. Et beaucoup de leurs clients disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un changement? Ça n'est plus des produits canadiens? Et la réponse est oui, mais il y a 3% de contenu étranger. Donc voilà, c'est plus possible. Et du coup, ça c'était allé beaucoup trop loin. Ça n'avait plus de sens. Mais le gouvernement voudrait changer cet étiquetage. Il faut un peu de souplesse. On ne produit pas tout ici au Canada, on le sait. Et il faut avoir un peu de souplesse. Parfois, une compagnie a besoin d'avoir de la souplesse. Des fois, on trouve le produit au Canada, des fois pas selon la récolte qu'on a eue cette année-là, par exemple. Les agriculteurs, toute la chaîne de valeur doivent pouvoir s'adapter. Le produit, s'il est principalement un produit domestique, les Canadiens devraient le savoir, devraient pouvoir comprendre et faire la part des choses. Merci, Carla. Bon commentaire. Gary, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, je suis d'accord avec beaucoup des commentaires sur l'affichage, mais là, je vais donner mon sermon quelques minutes au sujet de ce débat fait au Canada.
un des problèmes, et là on espère pouvoir avoir un dialogue, et c'est ce qu'offre un panel comme celui d'aujourd'hui avec la FCA. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire mieux ensemble. De quelle façon est-ce que nous pouvons faire la promotion des produits canadiens, des producteurs locaux, des transformateurs locaux? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces produits soient plus présents dans les étalages de nos membres? Et là, je tiens à le dire à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, nos membres veulent avoir des produits faits au Canada sur leur étalage. Ça ne fait aucun doute. Ils veulent se distinguer. Ils sont prêts à se faire le banc d'essai de nouveaux produits. Eux se présentent comme des incubateurs pour des nouveaux produits. C'est comme ça qu'ils se perçoivent. Ils veulent dresser des liens entre vous et eux. Et pendant que je suis en train de lancer dans mon sermon, nous avons 2 grandes foires alimentaires au Canada. La plus grande pour la vente au détail. Et ce que nous faisons dans ces foires alimentaires, nous allons chercher des producteurs, transformateurs canadiens pour venir et pour qu'ils rencontrent nos détaillants indépendants. Vous devriez être accueillis aux portes. Vous devriez essayer de vous faire voir par ces détaillants. Il y a un marché important qui est là. Il nous faut établir ces connexions entre nous. Parce qu'on parle de ce qu'il nous faut faire, on en parle, mais il faut dresser ces liens. Et pour moi, ça, c'est ce que nous avons vu qui ressort de la COVID. On a pu augmenter un peu le dialogue et espérons que ce qui ressortira de tout ça, c'est une opportunité accrue pour que ces produits faits au Canada puissent bel et bien se retrouver sous les yeux des consommateurs et sur les étalages. Merci, Gary. Il y a une chose que je dois ajouter, et je pense qu'on s'en rend bien compte. Le Canada est extrêmement multiculturel. Et au fur et à mesure que notre nation devient un peu le creuset de différentes cuisines mondiales, il y a une chose que nous n'avons pas suffisamment fait, c'est des ingrédients de cuisine internationale qui seraient faits au Canada. Alors souvent, il faut aller à l'extérieur du pays pour nos clients qui composent ces éléments qui vont se retrouver au menu, qui sont des aliments internationaux. Il y a de nombreuses collectivités qui sont frustrés par ça. Ils voudraient pouvoir acheter du pays où ils vivent et qu'ils aiment. Et je vous encourage à vous poser la question. Que pouvez-vous faire de plus pour répondre aux besoins de ces différentes cuisines? Qu'est-ce que vous pouvez produire et fabriquer au Canada? C'est une proportion croissante de l'alimentation au Canada et nous ne répondons pas à la demande en ce moment en tant que fournisseur de produits. Carla. Je veux revenir sur ce qu'ont dit Randy et Gary là. Vous savez, produit du Canada et local, ça ne signifie pas que c'est à petite échelle ou de petite envergure. Beaucoup de Canadiens sont mal à l'aise, ils aiment avoir ces produits créneaux avec une petite ferme locale, une ferme pour à toute petite échelle avec une petite basse-cour, mais c'est très loin de la réalité, ça. Si on veut fournir plus de produits faits au Canada, il nous faut avoir des compagnies qui servent d'ancrage pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et ça va aider au développement de toutes ces entreprises petites et moyennes. Je sais que Dominic Barton parle beaucoup de cela dans le rapport. Il nous faut des investissements directs ici au Canada. Il faut des petites compagnies canadiennes qui prennent de l'ampleur pour atteindre cette échelle pour l'ensemble de la valeur, donc la chaîne de valeur. Donc, local, c'est pas nécessairement petit, mais ça peut être petit. Et deuxième observation, et c'est intéressant, je sais qu'on en a déjà parlé auparavant, fait au Canada, produit du Canada, quand c'est un aliment, ça n'est pas toujours compétitif au niveau du prix avec d'autres produits qui viennent de l'étranger. Alors, la question qui se pose, et je pense que c'est important qu'on ait ce choix au Canada, je pense qu'on doit viser cela, mais n'oublions pas que nos valeurs ne sont pas ceux d'autres Canadiens. Nécessairement, des fois, ça coûte plus cher et des bons aliments de qualité qui sont produits de façon durable dans un bon milieu, bon, ça coûte plus cher. Mais 9 millions de Canadiens ont demandé la PCU pendant la COVID. Vous pouvez parier que ce ne sont pas eux qui vont acheter tout ce qui est plus coûteux sur les étalages dans les épiceries. Merci, Carla.
Prochaine question, Matt. La prochaine question nous vient de Keith Curry. Cette question s'adresse à tous les panélistes. Carla, à la fin de sa présentation, a parlé des opportunités économiques qui nous attendent. Si l'agroalimentaire doit être ce moteur économique qu'il peut être post-Covid, dans la chaîne de valeur, où sont les meilleurs incitatifs? Où sont les plus belles opportunités d'investissement pour favoriser l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les membres de la FCA? Carla, Gary, est-ce que quelqu'un veut se prononcer? Oui, écoutez, la question, je pense, est de savoir quelles sont les initiatives qui seraient nécessaires pour le bienfait de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et là, je dirais différentes choses. Une des choses que je dirais tout d'abord, et c'est ce que je comprends en travaillant avec la FCA, je pense que nous devons apporter des changements au niveau de la main-d'œuvre. Et la difficulté ici, c'est qu'on n'arrive tout simplement pas, apparemment, à trouver des Canadiens qui soient prêts, qui soient intéressés à occuper ces postes. Donc, nous nous fions aux travailleurs étrangers. Ça, je dirais que c'est de un. Et deuxième élément important, et c'est quelque chose qui serait bénéfique pour l'ensemble de la chaîne de valeur, il nous faut repenser les priorités gouvernementales quand il s'agit d'appuyer la valeur ajoutée. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Dans les soumissions budgétaires de la FCA cette année, on demandait spécifiquement plus de soutien pour la fabrication alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des retombées pour la FCA. Vous avez beau produire à la ferme, si vous ne transformez pas, vous ne vendez pas aux clients. Et nous ne pouvons pas vendre à nos clients qui sont les restaurants, la restauration, les services alimentaires, etc., si nous ne fabriquons pas. Merci, Carla. Je pense que pour être parfaitement franc, et le moment est venu pour nous en tant qu'organisation nationale de discussion, il nous faut réfléchir aux incitatifs et à la façon d'offrir des incitatifs pour la fabrication canadienne en ciblant spécifiquement certains sous-secteurs de la chaîne d'approvisionnement qui n'y arrivent pas. Il y en a de nombreux de ces segments. De plus en plus de compagnies sont passées dans le pays à notre sud ou même au-delà de l'Amérique du Nord et à l'étranger. Beaucoup de ces compagnies nous ont quittés. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir des incitatifs pour que la fabrication revienne au Canada ou bien qu'on réenvisage d'installer des compagnies au Canada? Et par rapport à la main-d'œuvre, il nous faut une meilleure approche pour le soutien à la main-d'œuvre pour le secteur manufacturier. Il y a un écart important, vous savez de quoi je parle en ce moment. Notre gouvernement, dans ses politiques, et je ne parle pas du gouvernement au pouvoir en ce moment, je parle du point de vue plus généralisé au sein du gouvernement. Ce point de vue généralisé n'appuie pas ce dont nous avons réellement besoin. Et c'est le cas dans bien des secteurs au-delà de l'alimentation. Et il nous faut réfléchir à notre façon d'appuyer ces éléments. Très bonne question. J'ajouterai quelque chose là. À nos yeux, une des choses que nous voulons voir un peu plus, voici comment je dirais les choses. Mon expérience après notre secteur, collectivement, nous passons trop de temps à parler les uns des autres sans se parler les uns aux autres. Et je pense qu'il nous faut mieux refléter cet esprit qui a été exprimé tout au long de la pandémie. On est tous dans le même bateau. Bon, mais j'aimerais que ça se poursuive post-pandémie. Il nous faut tenir plus de dialogue au sein de l'industrie quant à certains de ces principes auxquels nous aspirons, certaines de ces choses où je pense que nous pouvons mieux travailler ensemble. Et je vais parler de l'éléphant dans la salle. Oui, on aimerait dans ce pays pouvoir se positionner de façon à mettre sur papier certains de ces grands principes que nous adoptons ensemble. Et je veux le dire très clairement, là, je veux un code de conduite pour les épiceries, un code de conduite. Si nous souscrivons tous à certains principes d'équité, de transparence, ça devrait faire partie d'un code de conduite qui s'appliquerait à tous, pas seulement à certains. Les
épiciers indépendants, est-ce qu'ils ont eu des problèmes avec des fournisseurs au fil des ans? Je suis désolée, oui, c'est vrai, c'est le cas. Ça ne veut pas dire que nous n'appuyons pas le point de vue des fournisseurs quand il s'agit de pénalités, de frais supplémentaires qui peuvent être imposés. Nous comprenons que tout cela a un impact au niveau de l'innovation, de l'investissement, la capacité à être concurrentiel au niveau du prix. Certainement, nous croyons que c'est un élément essentiel. Si nous voulons pleinement profiter du potentiel que nous avons, il nous faut avoir ce manuel pour l'avenir où tout le monde comprendra les règles du jeu et saura exactement à quoi s'attendre. D'accord, merci Gary. Alors écoutez, c'est la fin du temps que nous avions. Je tiens à remercier Carla et Gary pour leur belle présentation, pour leurs commentaires aujourd'hui. Merci à vous tous pour vos questions. Je sais que d'autres questions nous sont arrivées. Ce que nous allons faire, c'est prendre vos questions et y répondre individuellement. Nous vous reviendrons, surtout si vous avez mis votre nom, le nom de votre organisation, on s'engage à vous répondre. Je tiens à remercier Mary, à remercier la FCA qui nous a permis d'avoir ce moment avec vous aujourd'hui. Ça a été très amusant. Je ris un petit peu au sujet de mon mouvement pour l'alimentation ici, mais je pense que l'avenir est très prometteur et je pense que nous devons travailler ensemble en tant que Canadiens. Nous avons le plus grand nombre d'employés, nous avons la plus grande chaîne d'approvisionnement au pays par rapport à tout le reste et nous devons aux Canadiens et aux organisations et aux citoyens d'être plus aptes et mieux capables. Alors, je peux vous dire que la restauration après cette pandémie sera bien mieux préparée. Et on va travailler avec les gouvernements pour ouvrir les restaurants plus vite que la dernière fois. Alors, je vous souhaite une très belle conférence et c'était très agréable de passer ce temps avec vous. Merci, Gary, Carla et Randy. Merci pour votre travail dans vos présentations et merci pour le dialogue intéressant et les très bonnes questions. Dans la pandémie, on a vu des fragilités, des faiblesses dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. C'est important de comprendre l'importance de chaque lien de la chaîne. Nos membres, nous sommes au début de cette chaîne et vous êtes un lien très important. Nous devons travailler ensemble et nous espérons pouvoir collaborer encore plus à l'avenir. Merci, au revoir. Et on remercie Cisco. Merci beaucoup d'avoir commandité ce panel.